Alors, j'aimerais que vous vous présentiez, si vous voulez bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bien, bonjour, Benoît Tétrault, je suis directeur adjoint des services multidisciplinaires ici, au CIS de Laval. Je suis Annie Descoteaux, patiente partenaire et aussi gestionnaire de projet à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Isabelle Simard, je suis conseillère clinique ici à la direction des services multidisciplinaires et responsable du bureau du partenariat de soins et services. Alors aujourd'hui, on aimerait aborder le rôle des gestionnaires dans le déploiement du partenariat de soins et de services, donc dans les établissements au Québec. Et pour cela, j'aimerais qu'on commence peut-être à revenir un peu sur l'historique, sur ce qui s'est passé peut-être avant au C3S et puis ensuite au CIS de Laval. Est-ce que Benoît, tu voudrais un peu nous raconter ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez beaucoup de temps devant vous? Ça a commencé vraiment autour du concept d'interdisciplinarité au début des années 2010. Le directeur général avait demandé à la direction des services multi de prendre en charge ce dossier-là parce qu'on sentait vraiment que c'était un besoin de développer un meilleur travail d'équipe. Mais de fil en aiguille, le comité du RUIS de l'Université de Montréal a débuté, puis a beaucoup travaillé sur la pratique collaborative, puis on a eu la chance de se joindre aux travaux. Ça nous a amené à nous questionner beaucoup sur la question du partenariat usager en lien avec la pratique collaborative. Et arrivait aussi une nouvelle directrice générale qui nous soutenait beaucoup pour poursuivre ces travaux-là. Alors, on a eu vraiment comme objectif de développer une vision globale, une vision harmonisée du partenariat de soins et services avec l'usager en pratique collaborative. Et on voulait vraiment renforcer des initiatives qui se faisaient déjà sur le terrain, des équipes inspirantes, par exemple, qui utilisaient peut-être pas les mêmes termes, mais qui symbolisaient bien la direction dans laquelle on voulait aller. Donc, on a débuté comme ça. Mais ce qui a été un déclencheur vraiment intéressant, c'est le rapport du RUIS en 2012 qui s'appelait Engagement et leadership. Et là, vraiment, en tout cas, moi, comme gestionnaire, ça m'a beaucoup inspiré pour nous aider à élaborer un premier plan d'action un peu plus, je dirais, élargi, puis on a repris chacun des facteurs qui étaient discutés dans ce rapport-là, qui pouvaient aider à implanter l'approche, puis on s'est questionné sur les activités qu'on devait faire, et on est allé chercher tout de suite un appui du comité de direction pour s'assurer que le plan d'action, l'ensemble des directions allaient s'investir puis s'engager dans ce plan-là. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Puis, Isabelle, il y avait aussi le volet plan d'intervention, je pense, qui nous animait beaucoup à ce moment-là déjà. Bien, au départ, on voulait vraiment parfaire l'interdisciplinarité, travailler les plans d'intervention, et on est tombé en amour avec le concept de partenariat de soins et services. On a vraiment mis de côté un tout petit peu nos travaux sur l'interdisciplinarité. On les a continués, mais on a vraiment souhaité développer davantage l'aspect patient partenaire qui était un peu comme une révélation pour nous. Et là, on reprend le volet avec les plans d'intervention pour ramener ça dans l'intervention, puis retravailler la collaboration interprofessionnelle au niveau clinique. Au niveau clinique. D'accord. Alors, quel serait le rôle des gestionnaires, justement, pour faire en sorte qu'on arrive à diffuser dans l'ensemble d'un établissement une nouvelle culture en lien avec le partenariat? Bien, moi, mon rôle, je le vois vraiment comme éclaireur. Donc, je travaille beaucoup plus au niveau stratégique avec d'autres collègues qui sont directeurs dans différents programmes services, puis j'essaie vraiment de voir comment je peux les aider à faire des liens entre les projets, les besoins qu'ils ont dans leur direction, les enjeux aussi, et toujours essayer de voir comment leur faire voir comment l'usager partenaire pourrait les aider à améliorer la programmation, à réviser les services, etc. Et toi, comment tu vois ça? Une fois que les portes sont ouvertes, c'est plus facile d'influencer autant les gestionnaires que tous les intervenants, les influencer à l'importance, mais à saisir les enjeux, la pertinence du partenariat de soins. Donc, c'est vraiment d'influencer le changement parce qu'on sait que ça prend quand même un certain temps, puis d'y aller à petits pas progressivement. Concrètement, comment vous faites, là, toi par exemple, avec les directeurs, comment tu les amènes vraiment à réfléchir et à intégrer vraiment dans leur quotidien le réflexe de partenariat, entre guillemets? Bien, je pense qu'il faut que notre approche soit ajustée à la vie de l'organisation. Puis la vie de l'organisation, bien,
c'est une gestion de projet, c'est des priorités organisationnelles qui sont définies à chaque année. Donc, on s'assure de participer à ces discussions-là, puis à positionner le partenariat de soins et services comme une des priorités de l'organisation, ce qu'on a réussi jusqu'à ce jour à faire. Donc, d'année en année, les directeurs appuient cette priorité-là. Puis donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où c'est une priorité organisationnelle, on a des devoirs, on a des livrables à faire. Et puis, les cibles, on les a travaillées avec les usagers partenaires, avec nos ambassadeurs. Mais les cibles sont entérinées par l'équipe de direction. Une fois qu'on a entériné les cibles, ben ça permet d'orienter les travaux qui vont être faits dans la prochaine année. Puis on s'est donné un plan avec une vision sur plusieurs années, mais on vise vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est ça exactement, on s'est dit qu'en mars 2021, on aurait atteint un point de bascule pour vraiment avoir une culture clinique de partenariat de soins et services. Et avec les cibles qu'on s'est données, on pense qu'on devrait être en mesure d'y arriver. Et toi, comment tu t'y prends là, au niveau clinique de façon vraiment opérationnelle? Là, comment ça se passe? Bien, c'est sûr que pour influencer, on a toujours choisi différentes stratégies. Il y a de la formation théorique qui se donne, mais on a toujours voulu l'intégrer dans ce qui se fait. Donc, on ne veut pas que les équipes sentent que c'est en ajout à ce qu'ils ont à faire, mais vraiment intégré dans ce qu'ils ont à faire, autant dans leur projet que dans leur pratique clinique. Donc, on utilise comme levier les différents projets, les comités qui ont lieu pour intégrer le partenariat en même temps. On veut que les gens vivent des situations concrètes de réussite, des petits succès, mais que rapidement, ils baignent dans le partenariat de soins. Et c'est là qu'on fait appel à nos usagers partenaires, autant dans ce qui se déploie que dans de l'amélioration, pour essayer d'améliorer nos soins et nos services. Même en formation, on a des usagers qui sont co-formateurs avec nous. On essaie d'aller chercher l'aspect plus émotif. Les usagers nous amènent dans l'émotion, ce qui permet aussi de mieux influencer, capter les nuances, les pertinences du partenariat, mais c'est vraiment dans des actions très concrètes, à petite échelle, dans des petits secteurs, dans les bouche à oreille, plutôt qu'à grande échelle, où on sait que parfois, dans la formation, on retient qu'une partie théorique, puis on a de la misère à se l'approprier puis à l'implanter. Donc, nous, on est allé de cette façon-là. Et toi, Annie, alors comment tu travailles plus particulièrement avec Isabelle, ou en tout cas aussi Slaval, là, quel est dans ton rôle de coach? Oui, dans mon rôle. Ben, en fait, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et on a d'abord appris à se connaître pour savoir justement quels sont les besoins, les enjeux et tout ça, pour que moi, je puisse offrir à titre de gestionnaire de projet au volet patient partenaire, comment j'allais soutenir cette équipe-là dans tous les efforts qu'ils mettaient déjà pour le déploiement. Alors, ce qu'on a fait beaucoup, c'est de travailler justement sur le recrutement des patients partenaires, sur identifier les compétences de ces patients-là et comment on allait développer certaines des compétences qui étaient présentes mais qui avaient besoin de se manifester un petit peu plus en leur proposant justement de contribuer à des activités de partenariat et en leur donnant de la rétroaction sur ces activités-là. C'était ensuite aussi de donner mon regard sur ma compréhension de l'équipe d'un comité, par exemple, de qu'est-ce qui se passe dans ce comité-là et qu'est-ce que ça amène comme enjeu pour l'intégration d'un patient, quelles vont être les difficultés à prévoir pour ce patient-là qui s'intègre dans ce comité-là. Chaque comité a un peu sa couleur, chaque patient a aussi sa propre expérience qui est unique dans le système de santé. Comment on va arrimer ces deux choses-là et comment on va ajuster les rythmes qui sont très différents d'une équipe qui travaille dans un établissement avec des contraintes et des exigences et tout ça, avec le rythme d'un patient qui arrive tout nouveau dans un contexte qui lui est pas familier. Alors, c'est beaucoup sur ces aspects-là qu'on T'as un rôle de facilitatrice? Oui, puis en fait, Isabelle a aussi ce rôle-là de facilitatrice parce qu'elle doit aussi créer les espaces, s'assurer que les membres du comité vont créer ces espaces-là pour le patient de pouvoir contribuer pleinement. Ce qui n'est pas nécessairement le réflexe. Donc, c'est de soutenir de son côté cette équipe-là dans apprivoiser ce réflexe-là, de s'ajuster continuellement. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu des passeurs là, entre à la fois le monde de la gestion, que vous avez vraiment les hautes directions, et puis aussi le monde des professionnels, incluant évidemment les médecins, les infirmiers, puis le monde des usagers? Oui. Oui, tout à fait. De passer de la théorie à la pratique, d'être porteur
messager en même temps, c'est vraiment ça notre rôle. Ça fait partie aussi du mandat de notre direction aussi. Puis c'est pour ça qu'on est porteur du déploiement du partenariat de soins, parce qu'on le porte à travers le 6 au complet. Et on est vraiment un agent de changement, mais qui peut, de mon côté, peut-être ramener ce qui se passe sur le terrain, puis les préoccupations, puis peut-être du côté de Benoît, de redescendre, hein, de mixer les canaux, puis les besoins, les enjeux de part et d'autre, hein, autant au niveau organisationnel qu'intervention. Ouais. Donc, ces deux niveaux-là dont Isabelle parle et qu'il faut continuellement ajuster, bien, ils doivent aussi l'ajuster en fonction de l'arrivée d'un patient qui va s'intégrer à cet ajustement-là d'ascenseur qui descend et qui monte. Donc, c'est complexe et c'est un équilibre qui faut être sensible à cet équilibre-là qui est toujours bougeant, qui bouge sans arrêt. Est-ce que ça nécessite de nouvelles compétences là, de travailler avec des patients quand on est gestionnaire et qu'on est justement ce fameux passeur entre différents mondes? Je pense que la première question par rapport à ça, c'est vraiment de revenir au fait que l'usager partenaire a un savoir expérientiel. Je pense que comme gestionnaire, on doit se poser la question si on est à l'aise, on est confortable avec ce volet-là. C'est vraiment la source qui va amener le changement, puis qui va permettre au gestionnaire aussi, lui à son tour, de s'assurer dans les travaux de son équipe que ce volet-là est constamment pris en compte, puis qu'on encourage le plus possible la présence puis la participation des usagers partenaires. Je pense que c'est le début. Ça nous interpelle aussi, qu'on soit gestionnaire, intervenant, peu importe notre profession, ça nous interpelle dans notre rapport à notre propre santé, si on a eu nous-mêmes des expériences différentes avec le système de santé et tout ça. Je pense que c'est important que, comme gestionnaire, on fasse cette réflexion-là. Et pour toi? J'ajouterais, je ne sais pas si c'est des nouvelles compétences ou si c'est plutôt d'en approfondir certaines, mais clairement au niveau de la communication et de l'écoute. Hein, c'est une des valeurs, une des bases du partenariat, puis d'être capable d'être en écoute autant auprès des employés qu'auprès des autres gestionnaires. Le leadership, pour moi, je le vois différemment. On est moins en diriger, on est beaucoup plus dans collaborer et surtout co-construire. Et c'est ça la nuance que souvent on va aller dans la consultation et moins dans la co-construction, autant avec des patients qu'avec nos intervenants ou avec nos collègues. Et je pense que c'est ça qui module le type de leadership que le gestionnaire doit apprendre dans ses équipes. Et toi, quel est ton point de vue là-dessus? Là? Comment ça devrait évoluer, là, les compétences des gestionnaires? Oui, je pense que ça prend aussi, en plus de tout ce qui a été mentionné, aussi une grande part de non-jugement et d'accueillir aussi le fait que certains professionnels de la santé vont avoir des réticences ou des craintes face à ça. Donc, d'accueillir ça puis d'aller voir quelles sont ces réticences-là avant de les impliquer dans un processus où il va y avoir un patient. Le patient, dans un comité, pour l'avoir déjà expérimenté, on le sent rapidement quand il y a des freins ou quand il y a des gens qui sont très réfractaires à la présence du patient. Là, ça crée des inconforts, puis on réunit des conditions qui sont non gagnantes. Alors que lorsque le gestionnaire a déjà adressé un peu les craintes qui pourraient émerger d'avoir un patient autour de la table auprès des membres d'un comité, par exemple, bien, on accueille déjà ce changement-là, puis cette tension-là qui existe, puis souvent qui est non dite. Puis quand ce travail-là est déjà fait, après ça, le terrain est vraiment libre pour la co-construction avec les patients. Puis en tant que gestionnaire, qu'est-ce que ça vous apporte, là, justement, de travailler sur le partenariat? Comme on échangeait tantôt, moi, ce que je trouve, c'est que quand tu es gestionnaire, des fois, tu es un peu moins proche de l'action clinique que tu as déjà été, mais ça nous ramène au sens clinique profond de ce que c'est que pourquoi on fait un travail de gestion. C'est vraiment d'essayer de voir comment on peut contribuer à l'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins. Puis le partenariat de soins et services, mais il représente tout ça, puis il permet vraiment de s'assurer qu'on va faire les bonnes actions pour améliorer la qualité des soins. Moi, je trouve que c'est souvent une approche qui va rallier beaucoup mes collègues parce que tout le monde s'y retrouve, parce que c'est tellement
comment je pourrais dire, à la fois évident, mais aussi difficile, qu'on devrait toujours s'assurer d'avoir le point de vue de l'usager, on devrait toujours s'assurer de l'impliquer dans la chaîne d'amélioration. C'est ce qu'on vise à faire dans les prochaines années. Et toi, je pense que ça ramène les besoins réels des patients. Puis autant dans l'intervention que sur des comités ou des projets qu'on veut faire avancer, c'est pas pour mal faire, mais on pense toujours pour le patient, puis on pense qu'on connaît leurs besoins. Et souvent, on va créer des choses en fonction de ce qu'on pense qui sont leurs besoins, alors que on est à côté de leurs besoins. Donc, le fait qu'ils nous les ramènent, ça rend beaucoup plus concret ce qu'on fait, puis facteur de réussite. Et parfois, c'est beaucoup plus simpliste que ce qu'on aurait pensé. On veut faire compliqué, on veut faire autrement, alors qu'ils nous ramènent à l'essentiel. Et c'est parfois plus simple. Donc, bien qu'on a l'impression que ça prend plus de temps, en bout de ligne, on en regagne parce que c'est plus gagnant ce qu'on fait. Puis parfois, c'est tout simple, les modifications qu'ils nous proposent. C'est tout simple, ou encore, ils nous ramènent à la bonne séquence aussi. On voudrait faire tel élément, mais ça s'est rendu peut-être à la 6e étape, alors que pour réussir la 6e, il faut d'abord faire la première. Je me souviens d'un témoignage d'un médecin au centre de diabète là, qui nous avait dit sa révélation de dire, dans le fond, les usagers, lors de la démarche, nous ont rappelé que avant de faire telle étape, je ne me souviens pas exactement du projet, je ne sais pas si tu te souviens. C'était des plans d'intervention interdisciplinaires. Ouais. Mais ils voulaient d'abord, les usagers avaient dit, oui, mais il faudrait peut-être s'assurer que toute l'équipe partage la cueillette de données de base pour éviter qu'on aille toujours à répéter, puis que les intervenants connaissent bien nos besoins. Alors le médecin avait dit, faudrait arrêter de penser à la place du patient. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que ça apporte, là, justement, de travailler avec les gestionnaires, et qu'est-ce qu'ils apportent aussi à la démarche? Pour moi, d'abord, ça a été un privilège de côtoyer des gestionnaires dans le milieu de la santé. Puis, ce petit regard-là de regarder de l'autre côté de l'envers du décor, parce que comme patient, on connaît le côté patient, mais là, j'ai eu droit à voir toute la complexité, les enjeux, les défis auxquels ils font face, mais de voir aussi que oui, il y a un chemin pour construire le partenariat à travers cette complexité-là, puis que il y a des personnes extrêmement dévouées qui comprennent bien c'est quoi le partenariat et tout ce que ça apporte au niveau de l'efficacité, du rendement, et qu'on est rendu à un point où on ne peut pas se priver d'une ressource, de nombreuses ressources que sont les patients pour venir soutenir le réseau de la santé qui vit dans un contexte de coupure puis de ressources plus limitées. Donc, pour moi, ça redonne beaucoup de sens à tout ça. Puis surtout, ça donne beaucoup d'espoir pour notre système de santé. Que oui, on peut faire des choses extraordinaires, que oui, il y a une puissance des deux côtés du décor, de la part des patients et de la part des gestionnaires qui mettent en place, qui déploient cette approche-là avec beaucoup d'énergie, puis beaucoup de compréhension de ces notions-là de complémentarité des savoirs expérientiels et scientifiques. Donc, pour moi, c'est porteur vraiment d'espoir. Justement, c'est un peu, tu arrives là sur le terrain des conditions gagnantes, là. Oui. Comment finalement, on peut faire ressortir là, les facteurs de succès ou les facteurs qui vous, en tout cas, qui vous interpellent le plus là, dans tout le travail que vous faites. Là. Je peux peut-être me lancer, gênez-vous pas. Mais, c'est sûr que nous, on a fait bien attention, en tout cas, on trouvait important à Laval de toujours positionner le partenariat d'abord comme quelque chose de clinique. Donc, on ne voulait pas que ça soit trop perçu par l'ensemble des employés comme quelque chose qui vient nécessairement de la gestion, mais au contraire, quelque chose qui émane du clinique, puis qui fait sens pour le clinique. C'est pour ça qu'on s'est efforcé, dès le départ, d'identifier les équipes inspirantes des leaders, puis de s'accrocher à des projets qui existaient déjà, puis faire émerger les concepts, puis les mettre en valeur. Puis on a eu la chance aussi d'avoir une certaine stabilité au niveau, entre autres, des hautes instances. Donc on a eu un appui comme deuxième facteur de la condition gagnante, c'est vraiment l'appui des plus hautes instances du conseil d'administration, mais aussi évidemment de notre présidente directrice générale qui croit énormément à cette approche-là, puis qui la porte elle aussi.
Une autre condition gagnante, c'est notre philosophie d'intervention clinique qu'on a adoptée, dans lequel le partenariat de soins et services est extrêmement bien positionné. Puis ça a fait l'objet de plusieurs consultations, tant au niveau des syndicats qu'au niveau des conseils professionnels, et évidemment aussi des usagers partenaires. Et tout le monde se rassemble autour de ce concept-là. Donc on a notre noyau qui va nous aider, nos principes qui vont nous aider à continuer à faire le changement. On a une gouvernance aussi. Je pense que c'est bien important d'avoir une gouvernance très bien assise, connue, reconnue dans l'organisation, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau stratégique, avec nos ambassadeurs dans les directions, le bureau du partenariat de soins qui est piloté par Isabelle. Et je pense que c'est une entité extrêmement importante pour soutenir le changement. Puis on est en train de travailler aussi un concept intervenant partenaire pour que ça soit vraiment intégré avec les ressources humaines. Donc vraiment, qu'est-ce que c'est que d'être intervenant, que d'être médecin, que d'être gestionnaire chez nous à Laval? On veut vraiment que ça soit intégré dans notre processus d'auto-appréciation annuelle. C'est ça, donc l'évaluation que l'on fait auprès de chacun, prenne en considération la dimension partenariat. Tout à fait. Mais vraiment dans une vision, non pas nécessairement d'évaluation, gestion à professionnelle, mais d'auto-évaluation, d'échange, que ça soit porté par les conseils professionnels éventuellement aussi, puis un mouvement collectif. C'est sûr qu'on a une gestion du changement à faire. C'est un sujet qu'on parle régulièrement ensemble parce qu'il faut s'ajuster continuellement. Il y a des bonnes journées, il y en a des moins bonnes. On est des agents de changement, c'est pas facile. En même temps, il faut comprendre que l'organisation et les équipes vivent beaucoup de projets en même temps. Il y a beaucoup de transformations, donc il faut savoir s'ajuster. C'est ce qu'on essaie de faire, mais on a une approche assez structurée de préparation puis de révision des rencontres pour s'assurer justement qu'on se réajuste constamment. Je ne sais pas, Annie ou Isabelle, si vous voulez continuer. Pour les conditions gagnantes, outre toutes les conditions que Benoît vient de nommer pour la condition organisationnelle, il y a tout le travail qu'Isabelle fait dans le recrutement et des patients partenaires. Donc, tout comme on n'embauche pas n'importe quel professionnel pour le mettre dans un poste, on ne recrute pas n'importe quel patient pour le mettre autour d'une table. Donc, il y a tout un travail à faire de recrutement de patients partenaires et d'arrimage, quel patient on va mettre dans quel contexte, et de s'assurer quelle est la légitimité de ce patient-là pour l'asseoir autour de cette table-là, puis de valider aussi avec le patient l'aisance qu'il aura de s'intégrer dans un contexte X ou Y. Alors, c'est une espèce de rigueur méthodologique à mettre en œuvre de façon quotidienne pour s'assurer que les collaborateurs, que sont les patients partenaires, les usagers partenaires de Laval, sont bien soutenus dans leur développement de leurs propres compétences dans le partenariat et comment on va les intégrer, pour quelles raisons on les met dans tel contexte. Et tout ça, ça demande un investissement de temps, d'énergie et à renouveler continuellement parce que les projets de partenariat, il y en a de plus en plus et donc de plus en plus ils sont sollicités, ces patients-là, à collaborer puis à contribuer dans plein de contextes différents, puis il faut s'assurer d'un arrimage adéquat. Et autant il faut soutenir les patients, autant il faut soutenir les gestionnaires, les intervenants, les gens qui participent avec des patients partenaires. Et ça fait partie du rôle du bureau d'offrir le soutien, mais ce soutien-là, il doit être constant, faire des allers-retours, il y a une certaine autonomie là-dedans, mais on se rappelle constamment que c'est un changement de culture. C'est pas inné pour les gestionnaires, les intervenants de travailler avec des patients. Donc, il faut bien les préparer à ça. Il faut revenir avec eux, faire des échanges après les rencontres, aller voir ce qui va bien, aller forer un petit peu ce qui peut être plus difficile, aller chercher les mythes, les craintes des gens qui sont autour, mais
faut vraiment soutenir tout le monde, finalement, dans ce changement de culture-là. Il faut apprivoiser la présence de tous et chacun. Donc, pour le patient qui entre dans un comité, il est intimidé par le fait que ce sont tous des professionnels de la santé et qu'il se présente en tant que patient, par exemple. Donc, il faut apprivoiser ces différences de rôle-là. Pour les professionnels de la santé, bien, ils doivent apprivoiser la présence du patient puis de se permettre de parler normalement, même s'il y a un patient, parce qu'il y avait beaucoup de tabous. Ah, on n'est pas pour dire ça devant un patient. Ben oui, on peut le dire devant un patient. Donc, il y a toute cette période-là où il faut s'apprivoiser un petit peu. Puis on peut, à partir du moment où ça c'est fait, ben là, on peut commencer à vraiment co-construire ensemble et à discuter sur un pied d'égalité avec les compétences respectives de chacun. Ouais, casser les relations de pouvoir. Oui, aussi. Ouais. Oui. Le partager, au fond. Oui, ou alors partager le pouvoir. Partager exactement l'expertise et ne plus être dans des relations de pouvoir. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et est-ce que vous voyez des défis pour les années à venir? Oui, si tu permets, je vais peut-être rajouter un autre élément ou deux que je trouve très important. C'est la formation qui est devenue intégrée dans le plan de développement aussi des employés. Donc, Isabelle, évidemment, au bureau, le porte beaucoup. Et cette formation-là est assurée avec des usagers partenaires et ça fait toute la différence. Puis, ça va se poursuivre d'année en année parce qu'il faut absolument maintenir, je dirais, la cadence. Puis là, on est en train de former de façon élargie les leaders cliniques. L'année dernière, c'était plus les gestionnaires. Donc là, on va avoir encore plus, je pense, d'initiatives et d'usagers partenaires qui vont être recrutés. Puis l'autre chose que je trouve intéressant, c'est qu'on essaie aussi de s'associer à des initiatives qui se font dans d'autres directions. Par exemple, la direction recherche a développé des projets avec des cliniciens pour valoriser ce qu'on appelle l'innovation, introduire des nouvelles pratiques et tout ça. Puis on a eu beaucoup d'appels de projets. Mais dans certains projets, il y avait beaucoup de partenariats de soins avec les usagers. On a une entente avec la fondation, on a pu trouver des sous pour soutenir d'autres cliniciens pour qu'ils puissent réaliser leurs projets, se retirer de leurs tâches cliniques pour pouvoir s'engager dans de la recherche clinique, puis le bureau va les aider. Donc, avec le conseil professionnel, par exemple, bien, il y a des prix reconnaissance quand il y a des initiatives de partenariat de soins avec les usagers. Donc, qu'on soit partie prenante de la vie organisationnelle, je pense que c'est une autre condition qui aide beaucoup à changer la culture. Ouais, c'est un bon exemple d'aller chercher aussi la direction de la recherche. Alors donc les défis, comment vous voyez ça? Toi, tu pourrais commencer? Oui, je vais oser. Moi, je rappelle toujours l'importance et la difficulté de co-construire. C'est tellement facile de glisser dans la consultation. Puis même pour baigner là-dedans depuis plusieurs années, puis à travailler constamment avec des patients, même en co-formation, moi-même, je me surprends des fois à pas co-construire. C'est difficile. Et ça, il faut se le rappeler. C'est vraiment un défi de ne pas glisser dans la consultation parce que le partenariat, c'est une chose. Il y a aussi l'expérience patient qui est différente, mais tellement complémentaire au partenariat, mais c'est deux choses différentes. Et ça, il faut vraiment les distinguer. C'est vraiment facile de glisser dans la consultation. Moi, c'est un des messages là, que je porte beaucoup. Comme défi, là. Oui. Moi, je pense que c'est ça, cette nuance-là est importante, puis on ne peut jamais considérer que c'est acquis. C'est pas parce qu'on a fait un projet en partenariat où on a très bien co-construit que le prochain projet se fera tout seul en partenariat. Donc, il y a toujours ce réflexe-là à instaurer de co-construire justement, puis de toujours inclure le patient dans l'élaboration d'une prise de décision, par exemple, que ce soit clinique ou organisationnelle ou peu importe. Mais ce réflexe-là, il faut vraiment le construire à long terme et c'est pas acquis encore. Donc, les efforts restent aussi à déployer pour faire un changement de culture. C'est vraiment du long terme. Moi, je dirais souplesse et rigueur. Ou rigueur et souplesse, ça dépend de quel point de vue on veut l'aborder. Parce qu'on a beaucoup travaillé à assouplir la démarche pour s'adapter aux équipes, s'adapter soit au rythme ou à certaines caractéristiques, certaines particularités. On a travaillé avec les gestionnaires pour, par exemple, ajuster certaines méthodes de l'université pour les rendre encore plus, faisables dans le milieu, plus rapides, etc. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une rigueur aussi. On a la chance d'être accompagné par l'Université de Montréal
entre autres par vous, Marie-Pascale. Puis ça, c'est très aidant, c'est très important. On veut évaluer notre implantation jusqu'à ce jour pour vraiment dégager les bonnes pistes puis continuer d'aller de l'avant. Donc, c'est cet aspect-là. Puis sinon, ben, c'est comme obstacle, c'est sûr qu'il y a tellement de priorités, il y a tellement de projets qui se côtoient, là, qui s'ajoutent aussi au fur et à mesure de l'année. Donc, il faut savoir maintenir le cap sur cette priorité-là tout en étant conscient que l'organisation est constamment en mouvement, puis il faut en tenir compte également dans nos attentes. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là, sur les défis? Il y a plus de conditions gagnantes que de défis. C'est très positif. On peut peut-être mentionner, Annie, avec Isabelle, tantôt ce matin, on parlait du cœur. On parlait que le partenariat de soins, c'est vraiment l'intégration de la tête et du cœur d'une certaine manière. Puis, à quel point c'est important de réussir à transmettre puis à partager cette vision-là, que c'est pas de ne plus être professionnel, ce n'est pas de n'être plus expert de ta science ou de ta discipline, mais c'est d'ajouter une autre couche perméable qui est celle de l'humain, du point de vue d'une personne qui a vraiment l'expérience d'avoir vécu X, Y chose, puis de faire un tout avec ça. Et on pense beaucoup aux défis qu'on a actuellement d'intégrer l'économie avec l'écologie, mais on dirait qu'il y a un certain parallèle avec la tête et le cœur au niveau du partenariat de soins et services, puis je pense que c'est là qu'on se retrouve tout le monde à dire mais qu'on pourrait vraiment améliorer de façon significative la qualité des services et des soins. Alors sur cette belle envolée philosophique, je propose que nous terminions notre entretien. Je vous remercie vraiment infiniment de vous être prêté à l'exercice et d'avoir été si généreux aussi dans vos réponses et d'avoir partagé avec nous justement vos savoirs expérientiels exceptionnels. Merci. Merci.